Rebonjour Rafiq. Salut, Karim. Alors, deuxième entretien. Donc, bon, comme j'ai dit là pendant ces 2 jours, je vais vraiment en profiter, profiter de tes connaissances de la région et puis de ton expérience et tout pour aborder divers sujets. Donc cette fois-ci, où c'est qu'on est exactement? Alors là, on est au nord du lac Oubeira. D'accord. On est tout près de la route qui va d'El Kala, juste là, qui va d'El Kala vers Echot, vers l'aéroport d'Annaba. Et donc ça, c'est un étang. Hein. Donc là, ça, c'est un étang. D'accord. Tout à l'heure, on était dans une... C'est une lagune. Donc Okay. c'est de l'eau saumâtre. Là, c'est un étang, c'est de l'eau douce. Hein. C'est un plan d'eau douce qui est beaucoup plus grand. Hein. Qui est 3 fois plus grand que le lac Mella. Hein. D'accord. Tu as la superficie 2500 hectares. 2500 hectares, ouais, d'accord. À l'échelle nationale, c'est... Non, c'est pas le plus grand. On a des shots et des... Alors, si tu parles des zones humides côtières, oui, ouais. De la côte, c'est le plus grand. D'accord. Après, il y a comme Shot Chergui, par exemple. Ensuite, tu as des shots. Hein. Non, tu as déjà des shots dans le sud constantinois, là. Tu as des shots, des Sepras qui sont beaucoup plus grands. Enfin, elles ne sont pas en eau. Elles sont pas. Là, on peut dire que c'est le plan d'eau, il est permanent parce que même en été, il reste un peu d'eau. Alors que dans les shots et les Sebras, il n'y en a plus. Donc d'accord. Parce que tiens, on va réviser un petit peu. La définition d'une zone humide, parce que c'est zone humide, c'est une nomenclature quelque part. Oui, alors il y en a eu. Maintenant, il y en a une seule que tout le monde a adaptée, c'est celle de Ramsar, d'accord. Mais au départ, il y en avait beaucoup. Hein. Je me souviens qu'ils sont arrivés à 400. Mais ensuite, Ramsar, bon, tout le monde, la communauté internationale, c'est. Alors, une zone humide, c'est quoi? C'est un plan d'eau, alors d'eau douce ou d'eau saumâtre qui peut être côtier, qui peut être lagunaire, qui peut être marin aussi, hein, qui n'excède pas 6 mètres, d'accord? De profondeur. De profondeur, hein. Voilà ce que je peux te dire. Voilà, il y a à peu près combien de types de zones humides pour le coup? Moi je pourrais te dire que chaque zone humide est un type. Hein. D'accord. Enfin, on les a classés. Il y a des grandes familles, il y a les marais, alors, les étangs. Les marais, les vasières, les étangs, les shots, oui, enfin, les Sepras. Shots, Sepras et Guelta. Ça c'est venu un peu avec l'entrée de l'inscription de certaines zones humides algériennes à Ramsar. On ne savait pas, ça a été une grosse surprise. Hein. Parce que quand tu parles d'une petite zone humide qui est nichée au cœur du massif du Hogar, il y a de quoi étonner le monde entier. Hein. Ouais. Bon, et puis alors, c'est Sepras et Shot, bon, il y en avait quelques-unes qui étaient dans le Golfe, qui étaient en Jordanie, mais les grandes Sepras, les belles Sepras, belles. Ben, je ne vais pas dire propres, hein. Je vais dire belles, c'est tout, on s'arrêtait à belles. Hein. Alors, d'ailleurs, avant de revenir à ce site-là, donc Sepras, c'est quoi une Sepras? Alors, Sepras, si tu veux, c'est encore un plan d'eau qui a simplement qui s'assèche. Hein. Alors, ce sont Sepras Shot, ils sont sur les hauts plateaux, il y en a aussi dans le désert, mais ils sont surtout, ce sont ces plans d'eau qui sont des plans d'eau, on dit endorreiques, c'est-à-dire qui n'ont pas d'exutoire, qui n'ont pas d'évacuation vers la mer, qui n'ont pas d'ouette. Donc tout reste à l'intérieur. Et c'est généralement, donc, ce sont des eaux salées qui arrivent parce qu'elles ont traversé des couches géologiques qui sont salées. Et alors ce sel se dépose et puis donc il y a évaporation. Et en été, tu as une fine pellicule de sel. Donc ça s'évapore. Généralement, ce sont des zones humides temporaires. Elles sont toutes temporaires. L'eau disparaît à un moment donné. Alors, Sepras et Shot, d'accord? Alors, Sepras et Shot, c'est une histoire de végétation, tout simplement. D'accord. Le Shot, c'est un complexe quand même plutôt. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs zones humides à un Shot? Non. D'accord. Tu peux être un seul ensemble. Hein, tu as deux grands chez nous. Hein, mais c'est une histoire de dimension et aussi de végétation sur les rives. Hein. Okay. Tu as par exemple les dayas, tout ça. Il y a des dayas aussi, hein, qui ont des petites... Donc, c'est quoi une daya? Daya, c'est un peu plus petit, mais c'est aussi de l'eau qui peut éventuellement être douce. Hein. D'accord, qui peut être douce, qui n'a pas ce caractère salé, comme celui des shots et des Sepras qui s'évaporent. Et donc le shot, tu m'as dit, la différence avec la Sepras, c'est une histoire de végétation, de dimension, parce que les shots sont plus grands. C'est immense, et généralement au bord des shots et de végétation qui est différente. Il y en a une qui est il y en a une qui est là, qui ne disparaît pas, qui sert d'ailleurs de pâturage permanent. C'est d'ailleurs un peu
ce qui a ruiné ces zones humides, hein, parce que on a fini par les labourer, on a fini par détruire la végétation qu'il y avait autour. Et donc une histoire de végétation et une histoire de dimension, on chope et sépare. Et les dayas par contre, c'est aussi, il y a beaucoup de végétation, et d'ailleurs autour de certaines dayas, on trouve le jujubier, le pistachier de l'Atlas, hein, ça c'est très fréquent dans le sud oranais, autour d'El Bayet, tout ça. Donc voilà, en gros, voilà. Ok, en gros. Alors, revenons donc à ce site. Rappelle-nous son nom. Alors, lac Oubeira. Oubeira, ça veut dire quoi, Oubeira? Bah, je ne sais pas. Tu sais pas, d'accord. Ok, au moins c'est clair. Je sais pas d'où ça vient. Ok, alors... Je sais qu'il y a le Djebel Oubeira aussi. Ben, d'accord. Est-ce que c'est l'un qui a donné le nom à l'autre? Ça, je ne peux pas te dire. Très bien. Mais non, c'est vrai que ça, bon, je dis au départ que c'est d'où ça vient. Alors, les locaux ne disent pas Oubeira. Alors, les anciens disent Qbeira. Qbeira. On va savoir s'il y a un rapport. D'accord. Et Qbeira, ça veut dire pareil? Aucune idée. Aucune idée. Bah, il va falloir qu'on creuse là-dessus. Oui, hein. Ah, oui. Intéressant. Creuse pas trop. Hein, ouais. C'est vrai, ouais. Ça fait des trous. Ouais, bah, tu sais, des fois, les trous, ça permet de passer dans d'autres dimensions. Ouais, alors, je te disais, alors ça aussi, c'était un lac extrêmement riche, avec une productivité très intéressante. D'ailleurs, on avait ici, il y avait 3 espèces de barbeaux. Alors, en eau douce, hein. D'accord. Parmi lesquels le Cephalus et le Labrosus, qui étaient des pièces comme ça. Tu peux avoir des pièces immenses comme ça, d'accord, et d'un goût excellent. Parce que généralement, les poissons d'eau douce ne sont pas très prisés parce qu'il y a un arrière-goût comme ça de vase, tu vois. Mais là, on avait des poissons sans cet arrière-goût. Il y avait du barbeau. Alors là, c'était le site de prédilection du barbeau. Et on avait aussi, moi j'ai de la lauze. Hein, la lauze, hein, incroyable. Bon, il y a peut-être eu d'autres espèces qui existaient. Et de l'anguille, bien sûr. Voilà. Et puis ça aussi, ça a complètement disparu. Alors comment ça a complètement disparu? Ça c'est une grosse innovation des apprentis sorciers de l'aquaculture. D'accord. Alors ils se sont dit, nous on fait de l'aquaculture, donc on va faire de l'élevage de poissons, on va produire du poisson. Et ils ont réempoissonné ce lac et beaucoup d'autres aussi en carpe. Waouh! Et la carpe est réputée être herbivore, même si on raconte d'autres trucs. Mais on dit, oh non, 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 il y a une carpe herbivore. Ouais, non, mais celle-là, elle est omnivore. Elle est omnivore. Dans omnivore, les omnivores, il y a végétal. Hein. D'accord? Quand tu dis omnivore, ça veut dire que tu bouffes du végétal aussi. Ouais, okay. Alors, celle-là, elle est encore plus dangereuse parce que non seulement elle a bouffé le végétal, mais elle a bouffé tous les crustacés qu'il y avait avec. D'accord. Mais la première, c'est une carpe herbivore. Et qu'on a réensemencé, on a jeté dans le lac comme ça, on les a amenés. Bon, c'est une des périodes les plus tristes et les plus sombres de mon passage au parc national. D'accord. Parce que c'est une bataille que j'ai menée et que j'ai fait à moitié perdue parce que je me suis peut-être opposé à ce qu'on mette tous les... il y avait 1 million d'alevins qui étaient prévus là. Et on est rentré dans des marchandages de 1 million, pas 1 million. Bon, finalement, on m'a donné raison, mais on a quand même mis 400 000 alevins. C'était quoi la logique des gens qui ont c'est toujours le plus pour plus? On fait de l'aquaculture, alors c'est des idées, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont ils font de l'aquaculture, mais l'aquaculture pour eux, c'est ressembler aux autres, ressembler à la Hongrie, ressembler à la Bulgarie, où la carpe est un truc endémique. Hein. Ils vivent chez eux, ils ont de la végétation, ils ont de l'eau douce, mais nous on ne peut pas s'amuser avec un site pareil, qui est unique, on a chez nous, donc on ne peut pas s'amuser. Et donc faire du poisson. Alors il s'imaginait que faire du poisson, rempoissonner. Donc c'est à l'époque l'état d'esprit et les objectifs de... Quelle année tu m'as dit? Alors ça a commencé dans les années... ces histoires-là ont commencé au milieu des années 90. Hein. Au milieu des années 90, ouais. D'accord. Oui, au milieu des années 90. Oui, c'est ça. Ouais. Ça a commencé, oui, 92. Ouais, enfin, là, le gros est arrivé dans la moitié, à partir de 94-95, et ça a duré presque 15 ans. D'ailleurs, je crois qu'ils en ramènent un peu encore, je ne sais plus ce qu'ils font. Alors là, ensuite, alors ce qu'a fait la carpe, bon, c'est vrai qu'elle a grossi, hein, elle a vraiment, elle a bien mangé. Elle a bien prospéré. Oh, il y a eu des faines comme ça de 25-30 kg, 50 kg. D'accord. Monstrueuse. Hein. Mais résultat, plus aucune herbe, rien, elles ont tout bouffé. D'accord. Les potamos qui sont des algues très intéressantes
Et même ce qu'on a tout autour, là, tu sais, comme là, tu vois, regarde, je sais pas si tu vois là-bas. Ça, c'est des phragmites là-bas, c'est des roseaux. Tu vois les roseaux qu'il y a là-bas. Ouais. Il y avait une ceinture de roseaux comme ça, une ceinture de roseaux qu'il y avait tout autour du lac. Celle-là, je ne te parle pas de celle-là, mais il y avait comme ça, il y avait tout un ensemble, il y a toute une série de végétation qui va de la berge jusqu'à presque 1 mètre de profondeur, 1,50 m, là il fait 1,50 m. Hein. D'accord. Et donc il y avait toute une série, hein, une série de végétaux qui étaient indispensables aux espèces qui étaient là. Et il y avait non seulement du poisson, mais il y avait aussi des mollusques. Il y avait une belle moule, grosse moule comme ça, il y avait tas de mollusques intéressants. Et donc, quand tu enlèves toute cette végétation, les poissons n'ont plus rien à manger, donc ils ont disparu. Effet domino. Et les crustacés, quand ils n'étaient pas mangés, eh ben, ils n'avaient plus où se reproduire. D'accord. Parce qu'il faut c'est normal, il faut qu'il accroche ses larves, il faut que ses petits, le poisson aussi, ses œufs, il faut qu'il les accroche à la végétation, hein, il ne les jette pas comme ça par terre, hein, d'accord. Et donc ça a été la ruine de cela qui est devenu maintenant un bassin d'eau vide. C'est un bassin. Il n'y a plus rien. 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 C'est un bassin. Mais au lieu d'être en béton, il est en terre, c'est tout. D'accord. Voilà. Et il a une utilité? Alors là, en ce moment, je sais qu'il y avait des jeunes là, dans un cadre j'ai rencontré des jeunes qui sont lancés dans un projet en sèche, aquaculture, etc. Mais je crois que là, ils ont dû voir que il n'y avait plus beaucoup d'avenir. Il n'y avait plus beaucoup d'avenir. Hein. Alors il y a encore de l'anguille, hein, l'anguille qui arrive à remonter, je sais pas, un poisson qui arrive à remonter, parce que ce lac a un lien avec la mer. Hein. Parce que quand je te dis mulet, quand je te dis truc, barbeau il se reproduit là, mais le mulet, lui, ne se reproduit ici, il remonte de la mer. Très bien. Le mulet est un poisson qui se reproduit en mer, jamais dans les eaux douces, même si on le trouve dans les eaux douces. Donc il est remonté par un oued, hein, qui est l'oued El Kébir et qui se jette à 40 km d'ici, d'accord, 45. Il se jette, et il est remonté tout l'oued et il va vers le golfe de Garbès, l'oued El Kébir, non? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, il y a un autre, d'accord. Il y a un grand oued là, qui traverse toute la wilaya d'est en ouest, qui s'appelle aussi l'oued El Kébir. Ok. Et qui se jette à El Battah, là, on appelle ça El Battah là-bas. Et donc il remontait, donc les eaux étaient encore relativement très propres, ils n'étaient pas pollués, parce que maintenant c'est un égout à ciel ouvert. Hein. Toutes les agglomérations que le long de la RN 44 déversent dans les trucs. Donc les poissons ne remontent plus, sauf a priori l'anguille. Alors l'anguille, est-ce que c'est l'anguille? Mais là on s'étonne un peu parce qu'elle peut pas rester plus de 20 ans. Donc il y a encore une remontée, mais une remontée qui se fait lentement. Et les anguillettes doivent mettre 4 à 5 ans avant d'arriver, sinon plus avant d'arriver ici, pour pouvoir continuer. Donc il y a encore un peu d'anguille, un peu, pas beaucoup. Et je crois que ces gens-là, ils ont peut-être jeté leur dévolu sur la pêche de l'anguille, parce que c'est tout ce qu'on peut faire maintenant. Tous les projets encore d'aquaculture, les grandes idées, les grands machins, les grands plans, tout ça. En ce moment, on a même créé un ministère de l'aquaculture. Ça revient à la mode, ce mot. Comment tu envisages la chose? Est-ce que moi, ma question, ça a vraiment été parce que moi, je suis toujours contre de dire que quelque chose est mauvais. Moi, ce que je dis souvent, c'est ce qu'on en fait, dans quelle proportion on le fait, qui va le faire et dans quel état d'esprit. Ouais. Est-ce que déjà, donc ma première question, est-ce que l'aquaculture, sur le principe, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, bien sûr. Comme tu le dis, quand c'est bien mené, quand on prend des précautions sur le site où tu t'installes, d'accord, parce que c'est un élevage, l'aquaculture. Et tous les élevages, par définition, sont polluants. Ça, c'est une règle, hein, d'accord. Tu mets un ensemble d'animaux sur un espace réduit, forcément, tu leur donnes à manger tout ça, tu pollues quelque part. Il y a un principe en écologie, d'un écologiste, je ne me souviens plus, américain, qui disait « aucun festin n'est gratuit ». Voilà. Donc ça veut dire que quelle que soit l'exploitation, elle a donc, un impact. Par définition, c'est polluant, une aquaculture, d'accord. Mais maintenant, si on prend des précautions, si on arrive à gérer les densités, si on arrive à gérer l'espace, si on arrive à éliminer correctement et de manière efficace dans tous les rejets, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Hein. Mais pour ce qui concerne notre aquaculture à nous en Algérie, pendant longtemps, ça a été un mythe par lequel les pouvoirs politiques et les pouvoirs essayaient de justifier leurs objectifs à long terme. Ils disent voilà, la pêche, c'est 1200 tonnes, mais attention, on a un programme en aquaculture, on va arriver à 3000 tonnes.
Ça a été un mythe qui a été entretenu pendant une bonne vingtaine d'années. Hein. Très bien. Et puis il y a 10-15 ans, il y a eu donc le plan de la relance économique des pêches là, qui a favorisé un certain nombre d'investissements. Et pas mal de ces investissements, en dehors des bateaux, tout ça, il y a eu des investissements en aquaculture. Alors ce que ça a donné aujourd'hui, il y a certaines exploitations aquacoles qui seraient, j'en ai connu deux, mais ces deux-là n'ont pas bénéficié des... Ce sont des gens qui sont débrouillés tout seuls. Hein. Voilà, qui ne sont pas passés par le développement durable. Ils ne sont pas passés par les aides de la relance. Alors sinon, si tu veux, je caricature un peu, ouais. Mais pour l'instant, l'aquaculture, elle en est au béton. C'est-à-dire que les gens ont pris de l'argent, ils ont fait le béton, ils ont fait des bassins qu'ils mettent partout dans toutes leurs cartes de visite, tout ça, ils font de l'aquaculture. Mais dans les bassins, il n'y a rien du tout. Ou alors, ça, tu parles aquaculture côtière ou les deux? Les deux, d'accord. Je parle de l'aquaculture, je vois l'aquaculture terrestre. Hein, terrestre, ouais, voilà, ouais. L'aquaculture continentale. Continentale, ouais, voilà. Alors, mais on va parler de certains projets que je voudrais bien voir, je me promets d'aller voir, que je me projette de, et qui seraient, semble-t-il, au top. D'accord? On m'a parlé en Oranie et dans le sud, mais pas là où quelqu'un prétend faire de l'aquaculture et faire de grandes choses. Hein. D'accord. Je dis pas les noms. Ouais, bien sûr, non, on dit pas les noms. Alors là, je voudrais bien voir. Sinon, ce que j'ai vu, ce qui marche bien, c'est ce que j'ai vu les aquacultures qui sont du côté de Délice, tout ça, là, le long de la côte de Tizi Ouzou. Alors, je connais les gens, ils font du bon boulot, ils vendent. Mais bon, il y a des problèmes. Enfin, les problèmes, c'est que ça... tu sais, pour se libérer complètement de l'aquaculture, il faut qu'on soit en mesure de produire notre propre aliment pour poissons. Je sais que c'est le débat. Et ça, on continue à importer. Et ça tu sais, sur le registre du fonctionnement, du processus de production, c'est 60% le post-alimentation nourriture, c'est 60% du budget. Hein. Alors l'argumentation des officiels, c'est que pour développer ce secteur, il faut d'abord développer la demande. Donc eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on doit faire plus d'aquaculture. Quand on aura suffisamment d'aquaculteurs, là, on pourra penser à faire une production. C'est ce que j'ai entendu. Hein. J'ai entendu le DG, j'ai entendu ça à la radio, chaîne 3. Ah ouais. Le DG donc, du secteur de la pêche, c'était son argument. Hein. Il était très... Ouais, c'était de dire que en fait, pour l'instant, il faut bien commencer par quelque chose et qu'il fallait commencer d'abord par créer la demande. Donc, et que tant qu'on n'avait pas un secteur de l'aquaculture vraiment installé et dynamique, il fallait pallier comme ça. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Et il veut y aller comment? J'ai pas compris comment il veut aller. Par petite dose là, il dit que pour l'instant, il n'y a peut-être pas assez d'aquaculteurs pour qu'on développe une production de farine locale. C'est ce qu'il avait l'air de dire. Tu comprends? Tu parles d'alimentation. Oui, d'alimentation. C'était ça son argument. Bon, ça tient. Écoute, pour moi, ça tient la route. Ouais. Tant qu'on n'est pas dans la logique du développement durable. Parce que ce discours, on l'a entendu pour beaucoup de choses, et on aime la facilité chez nous. Oui. Et on aime importer des choses quand même. Oui. Donc je ne sais pas si forcément, parce qu'il y aura plus d'aquaculteurs, qu'on va prendre cette... on nous trouvera peut-être après un autre prétexte encore pour ne pas développer ce marché. Bon, après, voilà, oui, c'est juste, c'est pas tout à fait faux ce qu'il dit, mais je pense qu'on peut très bien déjà commencer à faire des recherches sur des formules d'aliments, et puis mais que tu fasses des productions en fonction des besoins actuels, ou à la limite des besoins que tu peux planifier à 3, 4, 5, 10 ans. On peut très bien faire un tout petit peu avec des laboratoires ou des trucs dimensionnés à la mesure de ce qui se produit. Peut-être qu'on n'est pas au courant, peut-être que ça se fait déjà, non? Non. D'accord. Non. Ça, t'es catégorique, quoi. Je suis catégorique. Il y a de l'importation, il n'y a rien. Recherche, le mot-clé après alimentation. Oui. Est-ce qu'on a un véritable recul scientifique par rapport à l'aquaculture au niveau local? Parce que tu sais, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure à propos de la carpe. Oui. J'ai l'impression que des fois, en fait, on oublie les particularités locales et qu'on prend des choses qui peut-être fonctionnent, des success stories qui peuvent fonctionner dans un autre contexte, mais pas forcément dans le nôtre. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment une littérature scientifique, il y a eu des études, est-ce qu'on a un recul suffisant de plus de 10 ans pour pouvoir vraiment statuer
sur l'aquaculture en Algérie et te dire que voilà, on va maîtriser les impacts, on sait quels impacts ça va avoir, où on peut le faire, où on ne peut pas le faire? À ma connaissance, il y a des travaux de recherche sur l'aquaculture. Mais c'est encore du descriptif. C'est du descriptif, on décrit ce qui existe ou alors on reste dans la théorie. Mais si tu veux des travaux de recherche fondamentaux qui concernent par exemple l'amélioration des process, l'amélioration des systèmes de production, la recherche d'une formule d'aliment par exemple, ou la recherche de meilleures installations parce qu'on les importe et qui sera mieux adaptées à notre littoral. Parce que là je te cite, hein, il y a eu 3 cages flottantes qui ont été mises ici à Al-Qala. La première tempête, elles sont parties. Hein. Première tempête. Hein. Bon. Mais je ne connais pas, je ne peux pas te dire, ouais, je suis très proche de certains milieux qui travaillent beaucoup sur ces histoires de biologie marine. Je ne connais pas d'exemple aujourd'hui d'un travail sur le procédé, sur tout le process complet de production de poissons par l'aquaculture intensive. Intensive, hein. On parle des trucs, les bassins et des cages. D'accord. Hein, d'accord. Mais alors sur quoi ils se basent nos responsables pour nous vendre ça comme étant la panacée des panacées? C'est toujours sur des mythes. Je te dis le secteur de la pêche en lui-même, le secteur de la pêche qui gagnerait à être réorganisé et à être valorisé et à devenir performant parce qu'il y a des possibilités. Le problème c'est que les ports sont mal gérés, les bateaux sont vieux, le personnel est lui aussi mal formé. C'est une pêche qui reste très limitée à la bande côtière. Bon, il y a ce genre de choses, hein, la pêche. Donc déjà la pêche en elle-même. La pêche en elle-même ne donne pas ce qu'elle devrait donner. C'est-à-dire que nous restons sur des volumes qui sont insignifiants par rapport à nos potentialités. Enfin, les potentialités, celles qu'on nous a sorties hein, dans les différentes études qu'on nous a fait payer, là, à prix d'or. D'accord? Alors, pour pallier à ce défaut, pour pallier à cette défaillance, pas une défaillance, mais disons cette insuffisance de la pêche, et pour dire voilà, que nous aussi, les Algériens, on va manger près de 15 kilos de poissons comme tous les Occidentaux, au lieu de payer 7 kilos de poissons par an, on va s'en payer 15 à 20. Les Américains et les Japonais sont en 50. Hein. Nous, notre objectif, c'est l'aquaculture. C'est l'aquaculture, voilà, c'est tout. L'aquaculture, c'est là. C'est elle qui va venir compenser, si tu veux, les insuffisances de la pêche traditionnelle. Et là, on te sort ce discours depuis. C'est un discours depuis. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se fait. Hein. En aquaculture, en cage flottante. Hein. En cage flottante, il y a pas mal de choses qui se font. Ouais. Les installations sont là. On commence à produire. Alors maintenant, est-ce qu'on est au top? Est-ce qu'on est arrivé au niveau recherché de rentabilité surtout, hein, parce que bien sûr. Il ne suffit pas de mettre des alevins de poissons et de leur donner à manger pour qu'on ait la rentabilité qu'il faut, pour qu'on ait Alors, est-ce qu'on est arrivé à ce niveau? Je ne sais pas. Je sais pas, ça, je peux pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus des financements privés ou des financements publics? Ah non, c'est privé. C'est privé, c'est ça. Là, mais avec des banques. Oui, qui soutiennent derrière. Oui, c'est la banque. C'est les banques. Il n'y a plus le plan de relance, c'est fini. Là, voilà. Ce que je peux te dire, il y a quelques ennuis avec l'aquaculture. C'est l'implantation je connais 2 ou 3 exemples comme ça. Ouais. Bon, il y a eu quelques contestations, par exemple à Bjaya, les pêcheurs de Bjaya. Oui, je me suis déplacé là-bas pour en parler avec eux. Alors, on a à peu près, tu tombes à pic parce que là, en ce moment, il y a un problème comme ça, identique à la cale. D'accord. Il y a un problème identique, il y a quelqu'un qui veut s'installer, mais que ça a soulevé un peu la contestation des marins-pêcheurs. Alors, bon, les arguments se valent d'un côté comme d'autre, hein, je ne saurais pas trancher, moi. Enfin, trancher, j'écoute les deux. Bien sûr. Mais, tu sais, c'est un peu les arguments, comme tu le dis si bien, manque de consistance. Hein, manque de consistance, manque de cette connaissance qu'il faut pour placer et donner des arguments valables. C'est beaucoup plus sentimental, c'est beaucoup plus social. Des deux côtés d'ailleurs. Oui, des deux côtés. Des deux côtés, on est d'accord. Des deux côtés, je te dirais. L'un vient, l'investisseur dit viens, moi je suis là, je vais vous sauver le monde parce que je vais mettre en place une activité qui va donner de l'emploi, qui va donner du poisson. D'accord. Ce qui est un peu faux. Oui, bah c'est pas tout. C'est vrai. Il n'y a pas les compétences. Il reprend le discours. Il est juste à côté de la Tunisie. Il va plutôt faire travailler des Tunisiens que des Algériens. Je sais pas. C'est un discours éculé. C'est le discours de moi, je suis investisseur, je fais des emplois, donc il est bien. Bon, ça c'est comme ça. C'est un argument. Ouais, c'est un argument. Ok, bien sûr. De l'autre côté,
Bon, c'est un argument qui est sorti même pour un fabricant de chaussures. Hein. On est dans cette histoire. Alors, il n'y a pas d'autre argument. Donc, il y a celui-là. Et de l'autre côté, tu as les contestants. Il dit, nous, on n'en veut pas parce qu'on sait qu'il est sur le chemin il est sur un chemin d'un trait de pêche important pour nous. Il nous barre la route. Et ensuite, c'est polluant. Alors que tout ça, par exemple, la Gijel, à un moment donné, je ne sais pas s'ils ont réglé le problème, mais le dialogue a permis de régler ce genre d'histoire. Hein. Tu sais, je pense que de plus en plus, il faut que les gens comprennent que l'écologie, ça peut être vraiment une des formidables opportunités de laboratoire de démocratie. Oui. Parce que quand on traite ce genre de problème, on est vraiment obligé de faire venir des gens. C'est des problèmes qui se règlent de façon holistique, écosystémique. On est obligé de vraiment d'avoir une vision globale, de ramener parce que je sais à Bjaya, j'ai vu là le travail qu'il est en train de faire autour d'une zone protégée, une aire marine et tout. Et c'est là où on se rend compte, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il y a ce consensus qu'on doit faire entre la réalité scientifique, entre la volonté politique, et puis après entre on va dire les prérogatives sociales. Et je pense que l'équilibre écologique d'un lieu, c'est un très bon indice. Tu sais, à une époque, j'avais dit quand la place publique est sale, c'est que la République est malade. Et je pense que tu vois, par exemple, quand tu vois ce qui se passe avec l'histoire que tu nous as racontée de ce site, c'est évident que là où il en est aujourd'hui, c'est le résultat justement d'un problème écosystémique, je veux dire au niveau politique, scientifique. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en fait. Il y a ce qui ne fonctionne pas. Pardon, vas-y, continue. Non, au contraire, vas-y, continue. Alors, ce qui ne fonctionne pas, je te l'ai dit, hein, ce qui ne fonctionne pas, c'est la manière d'imposer les idées, c'est la manière de mener les idées, c'est la manière de mener les projets. D'accord. Il n'y a pas de concertation. Tu disais, effectivement, d'abord, on se concerte très mal et on n'a pas appris à se concerter sur la base d'arguments qui sont clairement énoncés, d'accord, qui sont réfléchis, qui sont recherchés, qu'on arrive à... Et puis ensuite, on ne discute pas entre nous. Et puis ensuite, il y a toujours le dialogue qui est organisé, mais il est organisé dans une direction. C'est-à-dire que le pouvoir ou les autorités ne concèdent le dialogue que parce qu'il a besoin de régler les problèmes. Voilà. Et ça, c'est vrai que la démocratie est importante, mais il y a déjà au départ, un parti pris qui vient d'en haut. Tout à fait. Qu'on impose. Et d'ailleurs, c'est là où il y a la difficulté parce que tu vois, on va dire, il y a deux tendances qui sont en train d'émerger au niveau de l'écologie politique en Algérie, justement. Et c'est vrai qu'il y a une tendance, celle qui a plutôt, je vais répéter le mot, mais qui a tendance à penser que c'est en allant dans le sens des autorités, en leur mâchant un peu le travail, en ayant un discours tout propre et tout, qu'on arrivera à obtenir des concessions, des petites concessions, et que petite concession par petite concession, on arrivera à obtenir quelque chose. Ce qui est, somme toute, c'est très pragmatique d'un point de vue peut-être politique, mais d'un point de vue écologique, je pense que le résultat à la fin, il est vraiment limité. Et non, aujourd'hui, je pense que l'écologie, à l'échelle mondiale, elle est là pour proposer un changement de paradigme. Et qu'aujourd'hui, on dit bien que ce n'est pas le climat qu'il faut changer, c'est le climat politique qu'il faut changer. Donc, le débat aujourd'hui, justement, il doit être... Aujourd'hui, il y a une pédagogie à faire auprès des autorités pour qu'elles comprennent que on ne peut pas leur mentir ou leur dire ce qu'ils veulent entendre pour régler des problèmes. Mais aussi le citoyen, d'un autre côté aussi, c'est vrai que le citoyen aujourd'hui, et c'est la difficulté qu'il va y avoir avec l'écologie politique, celle qui veut dire les choses, c'est que le citoyen aussi, on ne peut pas constamment faire du populisme. Il y a un moment... on doit trancher, et il y a un moment, il y a des choses qu'on doit empêcher de se produire, parce que si on les laisse faire, dans 10 ans, les impacts vont être monstrueux. Je ne sais pas ce que... Non, mais entièrement d'accord avec toi là-dessus. Hein. On ne peut pas... Entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que si on va de concession en concession, même en espérant en obtenir ou en arracher, hein, à la limite, et avec le temps, dans la durée, les résultats sont catastrophiques. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi. Et d'un autre côté, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, il y a une sorte d'idée au départ qui vient d'en haut, et l'épouser ou se l'approprier,
c'est être dans la réalité, être dans la bonne voie. Et ça, c'est encore une erreur. Mais nos décideurs, les décideurs, je vais appeler les décideurs, mais eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils aient, je vais te dire moi ce que je pense, hein, avec tous les beaux discours, toutes les belles kermesses qu'ils font, tous les grands discours, toutes les rencontres qu'ils ont faites, ça manque de consistance sur le point de vue de la prise de conscience écologique. Ils ne sont pas assez conscients pour ma part. Ceux qui parlent, ceux qui sont en charge de la biodiversité, de la protection de l'environnement, manquent. Ils ont beaucoup de culture, ils ont beaucoup de contacts, ils ont lu des tas de bouquins, mais ils ne connaissent pas le terrain. Ils ne connaissent pas l'Algérie. Ouais, ça c'est vrai. Mais bon, il faut voir aussi que l'écologie algérienne, ça j'ai pu plusieurs fois, là je vais parler de la science, elle a quand même souffert à un moment avec la décennie noire où il y a eu un éloignement du terrain en fait. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, il y a toute une génération d'écologues même qui est plutôt même avant, ils n'étaient pas beaucoup. Hein. Ils n'étaient pas beaucoup, d'accord. Ils n'étaient pas nombreux, ils n'étaient pas beaucoup. Là, il faut pas. C'est vrai que le terrorisme, il a une grande part de responsabilité. D'accord. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Hein. D'accord. Ça s'est toujours cantonné dans les salons d'Alger. Hein. D'accord. Les grands discours, les grandes décisions, tout ça, c'est beaucoup de gens qui jacquent. Mais je veux dire, les écologues, quand même, ils ont été beaucoup plus sur le terrain au début. Oui, quand même, alors, mais ça, c'est peut-être que tu parles des universitaires. Oui, voilà. Moi, je te parle des gens qui prennent la décision, politique. Le problème, si tu veux mon humble avis, le problème de la décision politique, tu sais, je vais te dire une chose. Tant qu'il y aura un ministère de l'environnement, tant qu'on va... on va sectoriser, on va mettre l'environnement dans un placard, un ministère, et qu'il n'y aura pas un ministère du plan ou un premier ministre ou alors un vice-premier ministre qui sera chargé d'appliquer non pas juste des petites mesures par-ci par-là, mais d'imposer et de planifier un changement de paradigme économique où l'écologie elle n'est pas minoritaire, mais c'est vraiment le concept, on va dire. Ouais, parce que le développement durable, ils nous parlent tous de développement durable, mais comment tu veux faire un développement durable si tu as juste un ministère de l'environnement, qui est un ministère en plus un peu marginalisé et qui a... Bon, alors je sais qu'on nous dit qu'il y a maintenant il y a des concertations, qu'il y a plusieurs ministères qui se rencontrent pour régler certains... Mais ça fait depuis longtemps, hein. Il y a toujours eu des trucs interministériels pour l'environnement, mais... Non, ça depuis longtemps, cette histoire-là, c'est pas nouveau. Hein, pas nouveau. Le problème, moi j'ai l'impression que le ministère de l'Environnement est là, beaucoup plus. Hein. Bon, il y a eu quand même des choses qui sont faites. Oui. Ils ont financé, il va savoir à quel prix, un certain nombre de choses concernant peut-être quelques... Enfin, il y a quand même des... Et encore, c'est pas eux qui ont financé, ils ont peut-être accompagné ce financement. C'est tout ce qui est récolte de déchets, voilà. Tout ça. Enfin, il y a un peu... Non, sur ce plan-là, hein, peut-être des mesures de la qualité de l'air, parce qu'il fallait acheter un appareil et puis aller voir de temps en temps ce qui marque, hein, d'accord. Mais moi, j'ai l'impression que cet environnement, il est là pour faire face, si tu veux, à l'étranger, au monde extérieur. Il est là. D'ailleurs, quand est-ce qu'il a été créé? Revenons à l'histoire et tu vas voir la pertinence de ce que tu es en train de dire. Ce ministère de l'Environnement, il a été créé à partir du moment où on a parlé de fonds mondial pour l'environnement. Voilà, c'était pour répondre à certaines conditions pour avoir accès. Je schématise, excusez-moi, mais moi je sens qu'il y a une corrélation en fait entre ce ministère, comme tu dis, effectivement, il a plus un but géopolitique, voilà, diplomatique, excuse-moi, que d'être vraiment actif sur le terrain. On a l'impression que ce ministère, sa principale préoccupation, c'est de répondre annuellement aux rapports qui sont demandés par l'ensemble des conventions qui nous sont réclamées. Qui nous sont réclamées, d'accord, on est d'accord. J'ai l'impression qu'ils sont là et que pour répondre à cette demande, sinon, évidemment, on serait un pays voisin des bananières, des républiques bananières, là, où on n'a rien du tout. Donc là, on garde un certain niveau parce qu'on arrive quand même à répondre assez. Mais dans les rapports, tu vas les retrouver, que tu prennes le rapport sur la biodiversité, tu verras que d'année en année, de décennie en décennie, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Hein. Il y a beaucoup de choses qui changent. Parce qu'aujourd'hui, on cherche à panser les plaies et pas à identifier la maladie et la guérir. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, quand nos décideurs comprendront qu'en fait, la maladie, en fait, nos problèmes environnementaux sont les symptômes d'une maladie
qui est politique. Oui. Et c'est ça qu'il faut que les gens, aujourd'hui, les gens qui veulent faire la République algérienne de demain, il faut qu'ils comprennent que s'ils occultent ce diagnostic, moi j'ai appris énormément de choses sur le système algérien, le système politique, à travers justement l'exploration de l'écologie et des problèmes environnementaux. Tu vois, chaque sujet, quand on le traite, on se rend vraiment compte et on se rend compte que c'est toujours la même chaîne en fait. C'est toujours le même procédé en fait, ce que j'appelle le dévorement durable. Voilà. Rien ne change. Les mêmes symptômes. Bon, les symptômes, ils sont sérieux, ils sont plus nombreux, donc on en ajoute un peu. Mais les solutions, c'est des solutions généralement, les solutions, c'est généralement juridiques, hein, c'est-à-dire qui sortent des textes, qui sortent des circulaires, mais qui sont inapplicables sur le terrain parce que ça n'a pas suivi. Soit les moyens n'ont pas suivi, ça surtout les compétences n'ont pas suivi, soit le savoir-faire n'a pas suivi, d'accord. Et bon, ben, on se retrouve avec à ce niveau-là, alors, ça sera un peu la conclusion de cet entretien. Quand on parle de compétences et de savoir-faire, aujourd'hui, l'écologie, l'environnement, comment tu estimes qu'elle est enseignée en Algérie? Oula, quelle question, mon Dieu. Mais c'est une question importante, en fait. Je vais te dire, c'est encore du cas par cas. Hein, d'accord. Ça dépend qui l'enseigne. Ok. Et où elle est enseignée. Dans notre pays, il y a des universités où il y a un certain nombre de personnes qui sont vraiment très passionnées par ce qu'elles font. Ouais, je confirme. Et qui fournissent beaucoup d'efforts vis-à-vis de la formation et de la formation des étudiants et sur les recherches. D'accord. Mais sinon, dans la grande majorité de nos universités, elles ont fait qu'emboîter le pas au système politique qui est le nôtre, et de parler d'environnement seulement pour parler d'environnement. D'accord. Donc il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas, à part quelques cas d'universités qui se démarquent comme ça, on les connaît, je ne vais pas les citer, et de personnes, plutôt de personnes d'universitaires dignes, qu'il faut vraiment rendre hommage parce qu'ils tiennent le coup. Parce que, je te dirais, beaucoup qui ont abandonné aussi, ils tiennent le coup malgré tout ce qui se passe. Alors ces personnes continuent à faire un travail de qualité, de formation de qualité, d'information de qualité sur les problèmes d'environnement. Sinon, la grande majorité, l'environnement, c'est encore de prétexte pour ouvrir des labos, pour faire des conférences, pour faire des séminaires, pour faire de grandes kermesses. Le problème, moi, mon constat, c'est qu'il n'y a pas d'écologie appliquée. Et c'est là où c'est là où le bas blesse. Et ce qui est complètement hallucinant, c'est que s'il y a bien un territoire où on pourrait faire, d'ailleurs, tu vois, quand tu prends beaucoup de grandes heures de l'écologie coloniale, elles se sont faites dans les colonies, et notamment en Algérie, avec on a un formidable espace pour pratiquer une écologie appliquée, parce que l'écologie théorique, ça suffit pas. C'est là où en fait, ce qu'on appelle l'écologie politique, elle peut être intéressante, mais quand elle est pas une écologie idéologique, c'est quand c'est une écologie appliquée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que toutes les thèses qui sont faites, concrètement, les solutions, elles sont plein les tiroirs d'universités, même des fois c'est des études qui sont dans des universités étrangères. Tout a été dit, j'ai l'impression, depuis les années 70, tout a été dit sur ce qu'il faut faire. L'écologie appliquée pose deux problèmes. D'accord. Pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique, si tu veux, de transférer les connaissances acquises sur le terrain. Sur le terrain. C'est une histoire. Il n'y a pas de volonté politique et en plus, l'écologie appliquée, c'est automatiquement des emplois, c'est automatiquement de l'activité sur le terrain. Exactement. Ok. Et ça fait défaut chez nous, surtout quand il s'agit d'environnement. Alors, maintenant, ça serait bien de trouver une formule avec ces startups. Je ne sais pas si ces startups vont pouvoir évidemment les aider, comme on a fait pour l'ANSEJ qui a permis de créer des tas de petites unités de transformation des déchets. Peut-être qu'avec ces startups, on va pouvoir passer de la connaissance en écologie appliquée à des applications sur le terrain qui génèrent des revenus, qui génèrent des emplois, qui génèrent des revenus. Mais on ne peut pas faire de l'appliqué
elle est là, elle existe, mais on ne peut pas la transformer, on ne peut pas comment je vais dire ça? On ne peut pas la déplacer, la mettre sur le terrain dans les conditions où on est. Ouais, voilà. Conditions politiques et conditions économiques. Tu sais, on est à l'ère où on parle, d'ailleurs c'est un Algérien qui est très connu et qui parle donc Idriss Belken là, qui parle du biomimétisme. Emir Belken. Non, Idriss Belken. Idriss Belken, c'est un chercheur. C'est un chercheur en France qui parle beaucoup du biomimétisme, qui explique que la nature est une formidable source d'information et qui dit que en fait concrètement aujourd'hui la technologie, on peut en observant la nature. Bon, ce qu'il dit, c'est quelque part, ils disent que l'être humain a toujours fait, hein, ça veut dire s'inspirer de la nature pour améliorer. Voilà. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'on est à l'ère de l'information et qu'à l'ère de l'information, la nature, c'est la plus grande source d'information qui existe. On l'a dit tout à l'heure, quand un site, une lagune par exemple, qui est rare dans un pays ou qui est la seule, quand elle disparaît, c'est des millions de data qui disparaissent. Ces data-là, elles peuvent servir pour la recherche et pour une recherche appliquée. Ce que je veux dire, c'est que toutes les recherches scientifiques qu'on peut faire autour de l'écologie, à comprendre l'écosystème, on vit dans un pays où la nature est éminemment résiliente. On est à l'ère de la résilience. Donc ça veut dire qu'il y a tellement... Ça veut dire que tous ces écologues, on pourrait les faire travailler en corrélation avec des ingénieurs. Ce que je veux expliquer, c'est qu'il faut qu'on arrête de penser que cette nature, elle n'a pas une valeur économique, mais sa valeur économique, elle n'est pas forcément dans l'exploitation de la ressource. Moi, ce que j'essaye ce que je veux dire, c'est la mise en valeur aujourd'hui, elle est dans l'information, dans les connaissances. C'est ça aussi, c'est là-dessus qu'on doit. Moi, je pense que tous ces parce que l'information devient une matière première. Elle l'a toujours été d'ailleurs. Tu sais, en stratégie dans la guerre, celui qui avait l'information, celui qui gagnait. Voilà, c'est devenu un truc. Et le problème, c'est que tous ces écologues qui sortent d'école, ils sont au chômage, alors que concrètement, l'Algérie a vraiment besoin d'eux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, non, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, tu sais, l'écologie, maintenant, ça n'attire plus personne. Hein. Voilà. Personne, l'écologie, ils ne font pas de boulot. Ouais, voilà, ils te disent, je trouve pas de boulot. Alors que. Pas de boulot avec ça. Bon, peut-être des informaticiens avec eux, peut-être qu'ils vont nous sortir des trucs, mais je sais pas, là, start-up. Eh ben ok, voilà pour ce deuxième volet. Bon, désolé pour le bruit des voitures à côté, mais c'était le dévorement. Le dévorement durable, voilà.